Michelangelo prend le chemin de la carrière. Le sol est boueux. Des arbres s'élève un parfum d'humus et de mousse. Malgré la fine bruine, le sculpteur s'assoit sur l'un des blocs de marbre laissés à l'abandon au bord de la route. Son regard glisse sur les flaques d'eau qui se sont formées pendant la nuit dans cette terre malmenée par les trop nombreux passages des hommes et des bêtes. Aujourd'hui, les bœufs ne descendront pas. Ils attendront un ciel plus clément. Michelangelo pense au sentier qu'il prenait, enfant, quand il était chez sa nourrice pour aller dans les carrières de Pietra Serena. Cette pierre, extraite des montagnes près de Florence, ne servait pas à la statuaire, mais uniquement aux édifices. Malgré cette différence entre Carrare et là-bas, les hommes qui y travaillaient étaient les mêmes corps fourbus, la même solidarité face à une montagne imprévisible, et surtout les mêmes bruits. Les coups de masse sur les ciseaux, aussitôt relayés par le cri de l'acier qui perce la pierre. Tout cela répété à l'infini par l'écho de la montagne. C'est dans ce chaos sonore que Michelangelo a été élevé. Une douce musique pour lui. Presque une berceuse. Le mari de sa nourrice était tailleur de pierre. Ils allaient le retrouver dans la carrière. Il se souvient d'avoir tout appris au contact de ces hommes, même à danser au rythme de leurs ciseaux. Il allait voir les uns et les autres, chacun lui montrait, lui expliquait ce qu'il faisait. Michelangelo jouait avec les bœufs et les ânes qui se trouvaient là, ainsi qu'avec les autres enfants qui le rejoignaient parfois. De ces années-là, il garde en mémoire une joie vive et une lumière chaude. Aussi chaude que les seins de sa nourrice sur lesquels il rebondissait, s'apaisait. À force de côtoyer leur rire et la montagne, la fièvre de la pierre était entrée en lui et ne l'avait plus quitté. Elle était entrée comme un torrent. Ce qui l'intéressait, c'était de toucher les outils, les voler pour les utiliser à sa guise, mentir le plus dignement possible en disant que non, ce n'était pas lui. Prendre des bouts de pierre tombés ou délaissés par les tailleurs, jouer avec, les cogner les uns contre les autres, écouter la musique qui en résultait, l'imprimer dans son cœur, afin de ne jamais l'oublier, et surtout, se dire qu'en apprenant à maîtriser la pierre, il apprendrait à maîtriser le monde, plus exactement à le sculpter au gré de son imagination. Et Dieu sait s'il en avait. Les tailleurs de pierre riaient de voir cet enfant de la ville si prompt à les suivre dans la poussière, si frotté avec autant de plaisir. Voyant que les adultes ne lui prêtaient pas volontiers leurs ciseaux, il commença à dessiner tout ce qu'il voyait. Et les tailleurs cessèrent de rire, tant le talent de l'enfant dépassait l'entendement. Certains prétendirent même que le diable y était pour quelque chose. Mais Michelangelo ne les écoutait déjà plus. Un chemin lumineux et sanguin s'était ouvert en lui, et il s'était promis de le suivre toute sa vie. Sa nourrice portait en elle assez d'amour pour lui faire croire qu'il n'avait rien à craindre, et que si cette voie-là était la sienne, il ne fallait pas la laisser s'échapper. Pour cela, il devait accomplir une chose: oublier les autres et plonger en lui-même. Elle avait employé ces termes. Et quand, la tête la première, il plongea dans son magma intérieur, il s'aperçut que sa chair était faite de pierres vives, de pietra viva. Son regard se pose sur les 3 livres qui sont sur sa table. Pétrarque, la Bible d'Andrea et son carnet de croquis. La Bible n'a pas encore été ouverte. Il feuillette les canzone de temps à autre.
Michelangelo se souvient comme si c'était hier du jour où Lorenzo de Médicis le lui a offert. C'était lors d'une entrevue que le Magnifique lui avait accordée dans son studiolo, son petit bureau privé. Mais avant cela, il y avait eu leur première véritable rencontre dans le jardin de Bertoldo, quand Michelangelo, adolescent, sculptait, en marbre et à la manière antique, une tête de satyre. L'œil averti de Lorenzo s'arrêta net devant le visage parfaitement exécuté. Il dit, en souriant, au jeune homme intimidé: « Casse-lui une ou deux dents, et on le prendra alors vraiment pour une antiquité. » Michelangelo s'exécuta aussitôt, et Lorenzo, impressionné par la dextérité du jeune sculpteur, l'invita à sa table, ainsi qu'à venir dans son studiolo pour philosopher. Michelangelo s'y rendit plusieurs fois, la curiosité en éveil, persuadé de pénétrer le cœur du savoir et du pouvoir. Il ne se trompait pas. Lorenzo était non seulement le maître, mais aussi l'un des hommes les plus instruits de Florence. Un jour, il tendit au jeune sculpteur le petit exemplaire de Pétrarque en lui disant: « Tu verras, le poète décrit l'amour et la mort avec un verbe si maîtrisé qu'on le croirait presque divin. Je te souhaite de pouvoir, comme lui, exprimer l'essence même de tes œuvres, d'en ôter tout artifice. » Michelangelo avait balbutié des remerciements et pendant longtemps n'avait pas osé lire le livre tant il s'en sentait indigne. 15 ans plus tard, le sculpteur se demande s'il sait maintenant prendre le recul nécessaire ou si, au contraire, il se perd de plus en plus dans les méandres de sa pietra viva. La réponse ne fait aucun doute. Il s'y égare toujours autant, et les années ne semblent pas améliorer les choses. Il essaie pourtant de dominer chaque élément. Il connaît par exemple les moindres détails du tombeau de Jules II. Michelangelo dessine croquis sur croquis jusqu'à être sûr de lui. Il laisse ensuite le temps passer sur ses dessins et revient vers ses esquisses avec un œil neuf pour juger de la qualité de ses idées et n'hésite pas à recommencer si nécessaire. Le tombeau sera une des œuvres maîtresses de sa vie. L'envergure de cette commande lui permettra d'exprimer tous les aspects de son talent, de la conception jusqu'aux sculptures en passant par le choix du matériau. Ce marbre si précieux, le statuario. Il aura enfin la gloire qu'il mérite, car s'il s'est fait remarquer par les amateurs éclairés grâce au David et à la Pietà, il rêve d'une consécration plus éclatante, accompagnée de ducats sonnants et trébuchants. Au fond de lui-même, il sait qu'il est le seul à posséder une connaissance parfaite de la matière, alliée à une imagination puissante. Léonore de Recondo, Pietra Viva.